Dans la presse, Hélène Frade, bonjour. Bonjour Damien. Et à la une de la presse, l'alerte de l'Organisation météorologique mondiale qui redoute donc un retour d'El Niño, ce phénomène océanographique associé à des événements météo extrêmes. L'arrivée de ce phénomène naturel dont la puissance pourrait être colossale cette année, selon certaines prévisions, fait même craindre un super El Niño. D'après Libération, le journal raconte comment les spécialistes du monde entier suivent de très près l'évolution de la situation et tout particulièrement l'Agence américaine d'observation océanographique et météorologique. Celle-ci a subi de plein fouet les réductions d'effectifs imposées par la très climato-sceptique administration Trump, qui a déployé dans le même temps une nouvelle génération de modèles météo basés sur l'intelligence artificielle. Les Trumpistes sont-ils en train de prendre le risque de casser le thermomètre? Un climatologue français estime que couper massivement dans les systèmes de prévision et d'alerte serait suicidaire pour les États-Unis. Les États-Unis de Donald Trump, dont les atermoiements avec l'Iran inquiètent chaque jour un peu plus. Le Figaro, vous le voyez, parle d'un bourbier iranien dans lequel le président américain se serait mis lui-même, faisant les frais de sa propre méthode, ignorer les canaux diplomatiques traditionnels en s'appuyant sur un tout petit cercle de fidèles. Le journal critique une diplomatie d'amateurs, Steve Witkoff et Jared Kushner, le gendre de Trump, en tête, à l'exception toutefois du secrétaire d'État Marco Rubio, qui au lieu de défendre une approche diplomatique classique, a paradoxalement plutôt contribué, d'après le Figaro, à marginaliser les diplomates de carrière. Vous avez dit amateur, le président Trump a réussi à trouver une personne moins compétente que Tulsi Gabbard pour la remplacer au poste de directeur intérimaire du renseignement national. Le Washington Post présente Bill Pulte, qui a été nommé hier comme un courtisan partisan qui ne possède aucune des vastes compétences requises par la loi pour occuper son poste. Bill Pulte n'a pas l'habitude de faire publiquement l'éloge de Vladimir Poutine ou de Bachar el-Assad. De ce point de vue, sa nomination représente une amélioration par rapport à Tulsi Gabbard, ironise The Atlantic. Oui, c'est moins pire, quoi. En Algérie, maintenant, Hélène, l'invalidation massive de candidats aux législatives du mois prochain provoque la colère de l'opposition algérienne. Le Jeune Afrique cite l'estimation des partis politiques algériens, près de 300 candidats écartés en vertu de l'article 200 de la loi électorale qui permet notamment d'exclure les personnes soupçonnées d'entretenir des liens avec les milieux des affaires ou de porter atteinte à l'éthique de la vie politique. Un texte jugé trop flou par l'opposition algérienne, mais pas seulement. El Moudjahid, qui est le quotidien officiel algérien, se félicite lui, de ce que 70% des listes auraient été acceptées par les autorités électorales. 6 ans après la fin du Irak, dont on a beaucoup parlé à France 24, le grand mouvement pro-démocratie n'est plus. Le régime n'en finit plus, lui, de cadenasser l'Algérie. Et c'est à dire avec cette enquête du Monde sur le harcèlement judiciaire subi par celles et ceux qui tentent de continuer malgré tout à promouvoir la liberté d'expression. Le quotidien cite notamment le cas de Derama Kemari, plus connu en Algérie sous le nom d'Abla, une figure du Irak qui a été condamnée à 2 ans de prison ferme. En France maintenant, Hélène, une proposition de loi doit être examinée aujourd'hui à l'Assemblée pour protéger notre alimentation du cadmium. Ce métal lourd hautement toxique cache-t-il un énième scandale sanitaire? La Croix évoque une singularité bien française, la surexposition au cadmium, jusqu'à 4 fois supérieure dans l'Hexagone à celle qu'on observe dans d'autres pays européens. Une spécificité que le quotidien explique entre autres par la réglementation nationale sur le taux de cadmium autorisé dans les engrais phosphatés. Mediapart dénonce 15 ans d'inaction politique face à une série d'alertes multiples, une passivité d'après le site d'Info qui serait liée à la puissance du lobby agro-industriel français. Lui aussi a été l'objet de multiples critiques pendant des années. Le chlordécone qui a été massivement utilisé, un pesticide massivement utilisé dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu'en 1993,
qui a contaminé d'ailleurs plus de 90% de la population des adultes des Antilles, eh bien, était au cœur d'un texte qui a été adopté à l'unanimité hier par les députés. Ce texte reconnaît enfin la part de responsabilité de l'État français et il pose comme objectif l'indemnisation des victimes sans toutefois en faire une obligation. De la bataille judiciaire à la bataille vestimentaire. On est à une semaine du mondial de football et la compétition a déjà commencé dans les vestiaires, Hélène. Ouais, The Times s'est penché sur la fashion battle, le duel de style entre la France et l'Angleterre. Le Times d'ailleurs, Damien, hyper fair play, qui estime que les Bleus ont pris l'avantage. Je vous propose de vous faire votre opinion. Voici Michael Olysée lors d'une arrivée à Clairefontaine, un look qui rappelle un peu Jamiroquai. Jules Koundé marque également des points du côté des Bleus, quoique personnellement je demanderais peut-être l'avis de Lavar. Il faut dire que l'attaquant vedette des Three Lions ne s'est pas beaucoup foulé. Harry Kane en total look jogging Nike, heureusement pour les Three Lions. Jude Bellingham relève un peu le niveau, assez stylé, comme on dit chez les jeunes. Mais le champion du monde, pour moi, c'est vous, Damien. L'élégance inégalée, évidemment. Merci, Hélène. Je ne suis pas très original. Merci beaucoup, Hélène. C'est vous. On en vient à toute autre chose maintenant, à l'enquête de nos confrères de